On est à l'entrée là, du point fort qui est une nouvelle entité sur site. Mais ce que je peux juste vous dire avant de laisser la parole, c'est qu'on est aussi à l'articulation, vous voyez bien, d'un écoquartier qui est très très invasif, hein, qui répond plus ou moins subtilement aux tours que vous avez en face, qui sont elles des années 70, hein, et qui étaient destinées aux familles des gardes mobiles, hein, à partir des années 77-78, au moment où justement le métro arrive jusqu'au fort d'Aubervilliers. Auparavant, il s'arrêtait porte de Pantin. Et donc vous voyez que... Ça a un nom, non, ça n'a pas de nom? C'est les tours gendarmes. C'est les tours des gendarmes, ouais. Qui ont du coup impacté déjà une première fois le fort en cassant son entrée historique. Donc on devine un petit peu celle-ci par là. Et puis là, ce nouveau projet continue à casser le fort. Je pensais qu'on pourrait voir d'ici un peu le système de douve, hein, mais ce n'est pas le cas, puisque ça a été comblé. Et autrement, bien évidemment, Zingaro est là depuis les années 80. Il faut savoir que le fort d'Aubervilliers donc, est désaffecté militairement à partir de 1960 et a vu se succéder à un certain nombre de grands projets qui n'ont jamais fonctionné. L'hôpital Robert Debré, par exemple, devait être ici. On devait avoir un vélodrome pour les JO qu'on n'a pas eu. Enfin, tout un tas de projets de ce genre-là. C'était potentiellement urbanisable donc dans les années 60, ça ne s'est pas fait non plus. Donc tout a été très longtemps retardé, ça a surtout été très longtemps une casse automobile au cœur du fort avec du coup tous les dégâts écologiques que vous pouvez imaginer. Je vous cède la parole. Et donc moi je m'appelle Viviane Griveau-Jeunesse, donc je suis historienne, médiéviste et dans le cadre d'un projet Sciences et Société avec qui je collabore avec Lise Terjman qui est artiste plasticienne, j'ai mené une recherche sur l'histoire de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture urbaine, ce que j'appellerais plutôt la ville vivrière. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Et ça a été porté dans le cadre d'un colloque scientifique le 7 décembre à la Maison des Sciences de l'Homme. On est sur les vestiges, quand il y en a encore un petit peu, de l'une des plus grandes plaines maraîchères qui nourrissaient Paris, et ce depuis le Moyen-Âge et jusqu'à la fin du 19e. Donc Paris aujourd'hui, son autonomie alimentaire, c'est 2 jours. C'est des chiffres qui sont sortis de travaux de l'Institut Paris Région. Et au début du XXe siècle, les estimations étaient autour d'un approvisionnement de Paris à hauteur de 30% par cette couronne maraîchère. Donc qu'est-ce qui fait patrimoine ici? Ce qui fait patrimoine, c'est ce que j'appellerais un terroir. Et un terroir, c'est un lieu qui a été façonné, qui a été habité, qui a été modifié par la cohabitation de l'être humain avec l'environnement. Ce terroir, il est particulièrement riche si on se place dans une perspective agricole parce qu'on est sur une des plus profondes dépressions du bassin parisien, donc c'est le plus gros trou, et qui a drainé aux époques préhistoriques, au Quaternaire, des alluvions de la Marne, ce qui fait qu'on a un dépôt de limon absolument très conséquent et qui fait que vous avez un des meilleurs sols agricoles d'Île-de-France. On a aussi ce qu'on ne voit plus aujourd'hui parce que tous ces cours d'eau ont été busés, mais on a un approvisionnement, un réseau hydrologique particulièrement riche, ce qui faisait qu'on pouvait cultiver sans arroser. On a le limon, on a le réseau hydrologique et aux périodes historiques qui nous intéressent, on a des méandres des cours de la Seine. En fait, Saint-Denis est placé à un endroit où il y avait une possibilité très facile de s'arrêter, de créer un port et de couper pour des gens qui venaient de Rouen, d'Angleterre, de couper directement vers Paris. Et cette dépression dont je vous parlais, elle ouvre tout droit vers, cette fois le nord, vers la Flandre. Donc on était, et c'est pas pour rien qu'on avait la foire du Landais, on était sur un carrefour potentiel d'axes d'échanges commerciaux et qui favorisait évidemment le territoire. Et je finirai sur un dernier point, donc s'intéresser à ce patrimoine immatériel vert, c'est aussi restituer un petit peu d'historicité. Souvent, si on est curieux d'histoire agricole, maraîchère, en fait, on connaît la plaine des vertus, on connaît le chou des vertus, on connaît des appellations variétales, et donc on se dit que
Eh bien, ce territoire n'a pas beaucoup changé. On imagine qu'avant le 19e siècle, il y a une sorte de long Moyen-Âge très immobile, peu nourri en innovation. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est des territoires qui vivent et cette vie, elle nous instruit aussi sur comment les territoires évoluent aujourd'hui.